Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À la une de l'actualité ce 3 septembre, au Sénégal, plusieurs partis d'opposition ont formé ce jeudi une nouvelle coalition sans le PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu le roi Abdallah II de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas au Caire lors d'un sommet tripartite pour évoquer Jérusalem. Et puis le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé ce vendredi qu'il ne se représenterait pas à la tête de son parti lors d'une élection interne fin septembre. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Plusieurs formations et mouvements de l'opposition sénégalaise ont lancé ce jeudi à Dakar une coalition menée par le principal opposant Ousmane Sonko. Cette coalition formée d'une vingtaine de partis et mouvements naît à quelques 5 mois des élections locales. La coalition Libérer le peuple vise, selon ses initiateurs, à conquérir les conseils municipaux et départementaux contrôlés dans leur quasi-totalité par la coalition présidentielle depuis les élections de mars 2014. Les élections locales, initialement prévues en 2019, doivent se tenir fin janvier 2022. La coalition présidentielle contrôle également le Parlement, avec une majorité de députés. La nouvelle coalition, formée d'une vingtaine de partis et mouvements, va présenter une liste commune dans chaque commune et département et poursuivre cette collaboration jusqu'à la présidentielle de 2024, a déclaré une de ses responsables lors de sa mise en place jeudi. Elle réunit en plus de Ousmane Sonko plusieurs responsables, dont l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, et un influent chef religieux. Sonko, député à l'Assemblée nationale, reste visé par des accusations de viol d'une employée d'un salon de beauté. Il réfute ces accusations qu'il attribue à un complot ourdi par le président Macky Sall pour l'écarter de la scène politique. Son arrestation, début mars, avait déclenché au Sénégal de rares violences qui ont fait plusieurs morts. Les locales de 2022 sont également pour Sonko, troisième de la présidentielle de 2019, un tour de chauffe avant la présidentielle de 2024. Dont il est un des principaux concurrents. La nouvelle coalition devait initialement réunir un plus grand nombre de formations de l'opposition, dont le PDS, ex-parti au pouvoir, toujours dirigé par l'ex-président Abdoulaye Wade. Le PDS a finalement renoncé à en être membre à cause de points de désaccord qui n'auraient pas été résolus. Reporters sans frontières n'est pas d'accord avec le Burundi. L'ONG a condamné les propos jugés graves et dangereux tenus par le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, contre un journaliste de RFI. Evariste Ndayishimiye accuse en effet le journaliste de tenir l'image du Burundi avec un sombre tableau de la situation du Covid-19. Alors que le Burundi fait face à une résurgence de l'épidémie de la Covid-19, le président Evariste Ndayishimiye a publiquement pris à partie par 2 fois en moins de 2 semaines le journaliste burundais de RFI Esdras Ndikumana, déplore RSF dans un communiqué publié mercredi. Nous condamnons ces propos graves et dangereux, triste rappel de la fragilité de la liberté de la presse au Burundi, déclare le responsable du bureau Afrique de RSF dans ce communiqué. Nous rappelons que le travail des journalistes est absolument essentiel durant cette crise sanitaire et appelons le président à ne pas se tromper d'ennemi en combattant l'épidémie plutôt que les journalistes, ajoute-t-il. RFI a protesté dans un communiqué contre ces attaques verbales et ces accusations infondées et absurdes portées contre le journaliste. L'Union burundaise des journalistes a fait part de sa consternation face aux attaques répétées du chef de l'État contre les journalistes. Esdras Ndikumana, qui travaille aussi pour l'AFP, vit en exil après avoir notamment été torturé par les forces de sécurité burundaises en août 2015. Le président Evariste Ndayishimiye
Élu en juillet après le décès soudain de Pierre Nkurunziza, s'en est pris nommément mardi à Esdras Ndikumana lors d'un discours dans un stade, l'accusant de vouloir détruire le Burundi. Quelqu'un qui passe ses journées et ses nuits à dire que les hôpitaux regorgent de cas de coronavirus, que les gens meurent en masse, n'est-il pas un agent au service de la pauvreté, a déclaré le dirigeant burundais qui avait tenu des propos similaires le 19 août. Le Burundi est, avec l'Érythrée et la Corée du Nord, un des rares pays à ne pas avoir lancé la campagne de vaccination contre la Covid-19. Selon les dernières statistiques officielles, le pays, l'un des plus pauvres au monde, a recensé 5 723 cas de coronavirus et 8 décès depuis le début de la pandémie. L'homme qui a tué 4 personnes avant d'être abattu le 25 août dernier dans le quartier des ambassades de la capitale économique de la Tanzanie, Dar es Salaam, était un terroriste islamiste radicalisé sur les réseaux sociaux. Ce sont des précisions qu'a apporté la police tanzanienne ce jeudi. Les investigations policières ont révélé que l'assaillant, identifié sous le nom de Hamza Mohamed, était un terroriste, une personne qui avait une vie secrète avec tous les indicateurs de terrorisme, a déclaré à la presse le directeur des enquêtes criminelles, Camillus Wambura. Il a passé une grande partie de son temps à apprendre sur Internet les types d'incidents terroristes comme ceux menés par Al-Shabaab et ISIS, comme le font de nombreux terroristes, a détaillé Camillus Wambura. 3 policiers et un agent de sécurité privée avaient été tués et 6 personnes blessées lors de cette attaque qui n'a pour l'instant fait l'objet d'aucune revendication. L'attaque s'est déroulée le 25 août à la mi-journée sur Ali Hassan Mwinyi Road, grande avenue de Dar es Salaam sur laquelle se trouvent plusieurs ambassades et représentations étrangères. Après des échanges de tirs avec les forces de sécurité, l'assaillant avait été abattu alors qu'il se trouvait devant l'entrée de l'ambassade de France. Il est passé près de moi sans me saluer et quand je l'ai salué, il n'a pas répondu, il transpirait. Peu de temps après, nous avons entendu des coups de feu, avait raconté à l'AFP un témoin qui avait croisé cet homme portant une calotte blanche. Des vidéos diffusées par un média local le montraient armé de 2 fusils automatiques, vêtu d'une chemisette à carreaux et portant un koufi blanc, marchant sur un trottoir. On le voyait ensuite être abattu au milieu de la rue, après s'être brièvement réfugié dans une guérite située à l'entrée de l'ambassade de France. Hamza Mohamed vivait avec sa mère dans un appartement à environ 2 km du lieu de l'attaque. Des dizaines de policiers, d'hommes politiques et de citoyens tanzaniens se sont réunis vendredi à Dar es Salaam lors d'une cérémonie en hommage aux policiers tués. Ce type d'attaque est relativement rare en Tanzanie. Ce pays d'Afrique de l'Est partage toutefois une frontière avec le Mozambique et particulièrement avec la province de Cabo Delgado, théâtre d'une insurrection djihadiste depuis fin 2017. Ce journal se poursuit. Je l'annonçais en titre. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu le roi Abdallah II de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas au Caire lors d'un sommet tripartite pour évoquer Jérusalem. L'Égypte et la Jordanie, 2 alliés des États-Unis, pourraient rouvrir leur consulat général dans la ville sainte. Le président palestinien Mahmoud Abbas a évoqué Jérusalem-Est occupée jeudi au Caire avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie. Selon l'agence palestinienne Wafa, Abbas a dénoncé les violations d'Israël et les agressions des colons sous la protection de l'armée d'occupation, faisant référence aux Palestiniens menacés d'expulsion à Jérusalem-Est. Les Palestiniens souhaitent faire de Jérusalem-Est, occupée depuis 1967 par Israël, la capitale de l'État auquel ils aspirent, tandis qu'Israël l'a décrétée une et indivisible. Ce sujet intéresse particulièrement la Jordanie car elle chapeaute le Waqf de Jérusalem en charge de l'esplanade des mosquées au cœur de la vieille ville. La Jordanie est le 2e pays arabe à avoir signé la paix avec Israël en 1994, 15 ans après l'Égypte, qui a lancé mi-août une invitation au Premier ministre israélien Naftali Bennett, un événement très rare. Jeudi, Saïd Abdou Ali, chargé de la question palestinienne à la Ligue arabe, basée au Caire, mettait en garde contre la loi israélienne qui prévoit un droit de propriété aux Juifs, pouvant prouver que leur famille vivait à Jérusalem-Est avant la guerre de 1948. Celle-ci s'inscrit dans une politique de nettoyage ethnique et de déplacement forcé, a-t-il dit à la presse. Les Palestiniens n'ont cessé de dénoncer un parti pris pro-israélien de Donald Trump.
Aujourd'hui, pour les experts, il est peu probable que son successeur Joe Biden ravive un quelconque processus de paix au point mort depuis 2014. Sisi et le roi Abdallah II ont réaffirmé leur soutien au président Mahmoud Abbas, écartant ainsi de fait le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza. L'Égypte a obtenu en mai une trêve qui a mis fin en mai à une guerre éclair entre Israël et le Hamas à Gaza. Et puis en difficulté dans les sondages, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé ce vendredi qu'il ne se représenterait pas à la tête de son parti lors d'une élection interne fin septembre. En prenant cette décision, il renonce ainsi à se maintenir au pouvoir. À l'issue d'une réunion avec les cadres de la formation politique au pouvoir au Japon, le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé ce vendredi qu'il ne se représenterait pas à la tête de son parti lors d'une élection interne fin septembre. « Je veux me concentrer sur les efforts contre le coronavirus et avec cela à l'esprit, je ne me présenterai pas à l'élection du Parti libéral-démocrate qu'il préside actuellement », a déclaré Suga. Âgé de 72 ans, le Premier ministre a dit s'être rendu compte qu'il ne pouvait pas mener à la fois la lutte contre le Covid-19 et la campagne pour sa réélection au sommet du PLD. Honnêtement, je suis surpris, a réagi devant la presse Toshihiro Nikai, le numéro 2 du PLD, qui avait annoncé l'intention de Suga peu auparavant. Pour les élus du PLD, c'est un soulagement de ne pas devoir faire campagne aux législatives sous la bannière d'un Premier ministre impopulaire, a estimé Tomoaki Iwe, professeur de sciences politiques de l'université Nihon à Tokyo. Le vainqueur de l'élection du PLD, prévue le 29 septembre prochain, doit mener le parti à des élections législatives cet automne. Comme ce parti de droite nationaliste domine très largement la vie politique japonaise, son chef est quasiment assuré de devenir Premier ministre. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.